Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre cette 35e édition de la contre-matinale du Média, en direct ce matin du 16 novembre 2021 ou en replay. Alors j'ai le plaisir d'animer cette seconde partie d'émission où nous allons aborder un sujet d'actualité brûlant qui prend toute sa place dans la course au présidentiel de 2022. Il y a un an, Morgan Keane, 25 ans, est tué d'une balle par un chasseur alors qu'il coupait du bois dans son jardin. Le drame se déroule alors dans le Lot, mais est loin d'être isolé. Entre 1998 et 2020, c'est plus d'un demi-millier de personnes, promeneurs, cyclistes, randonneurs, mais aussi simples habitants, dans leurs propriétés ou encore des chasseurs eux-mêmes qui ont perdu la vie dans un accident de chasse. Plus largement, 3800 accidents liés à la chasse ont été recensés en France depuis 1998, avec une légère tendance à la baisse depuis le début des années 2000, comme on le voit à l'écran. Évolution qui stagne sous la barre des 150 ces dernières années, dont entre 10 et 20 tués par an. Une situation inacceptable pour une écrasante majorité de Françaises et Français qui, selon de régulières études, notamment celle de l'Ipsos en 2018, sont 84% à trouver cette pratique, je cite, dangereuse pour eux, cruelle pour les animaux et faisant partie, certes, du patrimoine français, mais d'un autre âge. Fin de la citation. Ce qui n'empêche pas Emmanuel Macron, président de la République, de régulièrement accéder aux demandes de la FNC, la Fédération nationale des chasseurs, comme par exemple en divisant par 2 le tarif du permis de chasse depuis 2018, passant de 400 à 200 euros. Et en accédant volontiers au discours lobbyiste voulant faire des chasseurs, je cite, les premiers écologistes de France. Emmanuel Macron, en étant évidemment conscient du poids électoral des 1,1 million de chasseurs et d'une partie du monde rural les soutenant. Bon, malgré tout ça, selon un sondage IFOP pour le JDD publié en début novembre, 69% des Françaises et Français se disent favorables à l'interdiction de la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires. Et c'est justement une des mesures exigées par une pétition lancée le 10 septembre dernier par l'entourage de Morgan Keane, tué, je le rappelle, un an plus tôt. Alors cette pétition vient de dépasser le seuil des 100 000 signatures en un temps record, moins de 2 mois. Et elle a la particularité d'avoir été déposée sur la nouvelle plateforme des e-pétitions créée début 2020 par le Sénat français, qui permet à tout citoyen de proposer la création d'une mission d'information sénatoriale ou de soumettre une proposition de texte législatif en vue de son inscription à l'ordre du jour dans l'Assemblée. Voilà pour ce qui est du contexte de l'entretien que je vous propose donc ici ce matin. Et pour ce faire, je reçois 3 invités. D'abord, Stran Boniewski. Bonjour. Bonjour à tous. À ma gauche, merci d'être là. Vous êtes fondateur et porte-parole du collectif AVA, qui réunit des personnes en lutte contre la chasse à courre. Voilà, merci d'être présent physiquement sur ce plateau ce matin. Je reçois aussi Léa et Mila en direct du Lot grâce à la visioconférence. Alors, elles sont amies et proches de Morgan Keane. Elles ont créé le collectif Un jour un chasseur après sa mort, fin 2020, et sont aussi les auteurs de la dite pétition. Merci d'avoir accepté mon invitation. Oui, merci. Merci Bonjour, à vous. Merci, bonjour. Et ma première question est pour vous. Alors voilà, 100 000 signatures, comme je disais dans l'intro, même 116 000 à l'heure où on se parle, à votre pétition en moins de 2 mois, un record. Il a été annoncé d'ores et déjà qu'une mission d'information allait être ouverte au Sénat. Est-ce que vous êtes satisfaite d'abord? Est-ce que vous pensiez avoir atteint l'objectif si vite? Alors non, on a été surprise d'atteindre les 100 000 signatures en 2 mois. On pensait vraiment que ce serait un travail beaucoup plus difficile. On avait bien sûr l'espoir de les atteindre en 6 mois, mais sûrement pas aussi vite. Et du coup, oui, pour nous, c'est quand même un énorme succès dans la mesure où ça montre qu'il y a un vrai besoin et une vraie nécessité des gens que les choses changent. Et maintenant, pour nous, ça montre que le problème, il a vraiment une ampleur qu'on peut plus ignorer. Donc maintenant, si le Sénat décide de nier ce problème-là, c'est de la mauvaise foi en fait, parce que le problème il est là et le fait qu'on y soit arrivé aussi vite, c'en est la preuve. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler, pour commencer succinctement, les principales requêtes de votre pétition? Alors, on a 5 principales. Donc, la première, le dimanche et le mercredi sans chasse, pour que tout le monde puisse profiter de la nature. Une formation plus stricte et un renforcement des règles de sécurité qui sont aujourd'hui insuffisantes. En troisième mesure, un contrôle et un suivi des armes de chasse et des comportements à risque. Nous demandons aussi des sanctions pénales à la hauteur des délits commis. Et enfin, la libération de la parole et la reconnaissance des victimes de la chasse par l'État avec la mise en place systématique d'un soutien psychologique et financier. Oh bah, ma foi, tout ça n'est pas si radical, finalement, et bien mesuré. À l'origine de cette pétition, pour rappeler, est la création de votre collectif Un jour un chasseur, le drame de votre ami, Morgan. Vous qui vivez en zone rurale, est-ce que c'était la première fois que vous y retrouvez confronté à cette violence, finalement, et à la chasse en général? Alors non, parce que je pense que tous les gens qui ont grandi à la campagne, ils sont confrontés depuis l'enfance. Personnellement, je n'avais jamais eu de problème aussi grave et je
je m'étais jamais dit qu'il y avait un risque réel. Mais depuis toute petite, nos parents, enfin, ils nous disaient tout le temps, quand on allait se promener, de crier, de chanter, dès qu'il y avait des chasseurs. On n'était jamais... En tout cas, eux se sentaient pas en sécurité pour nous. Nous, on était jeunes et on n'avait pas forcément conscience du danger réel, mais on a toujours eu cette notion de risque et de danger qui était très présente dans la campagne. Vous avez grandi vraiment avec ces habitudes-là, à chanter, faire du bruit, sans forcément vous rendre compte. Et du coup, ça a été l'élément déclencheur pour la création de votre collectif, ce drame finalement, ou alors c'était quelque chose de sous-jacent déjà avant? Non, je pense que c'était l'élément déclencheur parce que, enfin, je pense parler aussi du coup pour Mila, on n'avait pas forcément conscience que les choses elles pouvaient changer. C'était un petit peu, c'était comme ça quoi. Et puis les chasseurs, ça faisait partie de notre quotidien et même ça voulait pas dire qu'on cautionnait ce qu'ils faisaient ou quoi que ce soit, mais c'était plutôt comme si, voilà, on n'avait pas forcément de mainmise là-dessus. Et en fait, quand on s'est rendu compte que des choses comme ça pouvaient arriver, que c'était aussi grave et que le problème, il était d'une telle ampleur en lisant du coup des témoignages d'autres gens qui subissaient tous les jours des abus et des violences de la part des chasseurs, on s'est dit, en fait, si, il faut faire quelque chose parce que c'est pas normal qu'il y ait autant de gens qui souffrent d'une minorité, en fait, et de leurs actions tous les jours de la semaine à la campagne. D'accord, merci. Alors à mes côtés, pour rappeler, il y a Stan Broniewski, fondateur et porte-parole du collectif AVA pour Abolissons la vénérie aujourd'hui, créé en 2016 dans la forêt de Compiègne au lieu des chasses à courre. Alors une première question pour vous, à l'instar de Léa et Mila qu'on entend depuis tout à l'heure, avec Un jour un chasseur, est-ce que la création d'AVA est né aussi d'un drame dans votre entourage? Tout à fait, en fait. Et je tiens à saluer l'approche qui a choisi Un jour un chasseur, qui connaît un grand succès aujourd'hui. Nous, avec Ava, on a procédé un petit peu de la même manière en début, en 2016. Pas avec un drame aussi grave, évidemment, mais il fallait qu'on fasse ressortir l'ambiance et l'atmosphère dans les campagnes françaises autour de la chasse à courre. Donc on a commencé par recenser des incidents que nos proches et leurs amis avaient connus avec la chasse à courre. Et ce qui nous est remonté assez vite, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui, par exemple, avaient dû sortir de chez eux pour protéger des animaux sauvages qui allaient être tués dans leur rue, sur leur trottoir. Des gens qui devaient défendre leur maison et leur jardin face à des types en redingote du 19e siècle qui rentraient chez eux, qui sautaient leur palissade pour tuer les animaux. Des gens qui allaient au boulot sur une voie rapide à 80 par exemple et qui se voient la route coupée par des chiens qui traversent n'importe comment, qui manquent de les écraser, et quand ils klaxonnent, ils se font fouetter leur capot de voiture par des aristocrates en redingote. Donc tout ça, il a fallu le montrer parce que pour qu'il y ait une vraie mobilisation pour changer les choses, en fait, aussi, mais la première chose à faire pour que les gens se mobilisent, il faut d'abord briser l'omerta en fait. Il faut d'abord qu'ils arrivent à s'exprimer. Et ce que fait Un jour un chasseur, c'est vraiment magique dans le sens où il donne une plateforme, et nous aussi c'est ce qu'on a fait avec la chasse à courre, pour que les gens puissent raconter tout ça, pour ensuite pouvoir synthétiser leurs aspirations, avoir un plan pour changer le monde. Et c'est comme ça qu'on commence. Oui, en effet, effectivement, on peut tout ça revoir sur votre site, du coup, ava-france.com ou org. Voilà, je viens le doute. Alors, Mila et Léa, au centre de vos revendications, en fait, on le voit dans le texte de votre pétition, il y a les armes à feu. Vous listez quelque part dans le texte quelques cas d'homicides récents, et plus précisément de féminicides, j'ai remarqué, perpétrés par des hommes détenteurs d'armes à feu pour la chasse. Ma question est très simple, en fait. Qu'est-ce que vous dénoncez précisément ici? Et est-ce que, pour vous, l'encadrement de la délivrance d'armes à feu en France est suffisante? En fait, on s'est rendu compte, du coup, en lisant, ça c'était surtout en lisant, du coup, des articles de presse, qu'il y avait énormément de faits divers, même hors action de chasse, qui étaient liés à des armes à feu, à la détention, d'armes de chasse. Donc on pense par exemple il y a pas mal de féminicides qui ont été commis par des armes de chasse. Le chiffre donné par Marlène Schiappa en 2019, je crois que c'est 31% en France. C'est armes à feu en fait, mais dans les statistiques, on n'a pas de statistiques si c'est des armes de chasse ou des armes de poing. Et on pense, par exemple, l'année dernière, en juin, il y a une mère de famille qui s'est fait tuer par son ex-compagnon, qui était détenteur d'un permis de chasse, alors qu'il était connu de la justice pour des faits de violence conjugale. Donc nous, on a un problème par rapport à ces armes qui sont détenues par des chasseurs de manière totalement légale, quand bien même ils ont il y a pas de suivi psychologique en fait. Le permis de chasse est pas suffisant par rapport à ça. On n'a pas de garantie en fait que ces gens ils sont compétents et qu'ils puissent qu'ils ont les capacités physiques comme psychiques de détenir une arme à feu chez eux. Et pour nous, il y a un vrai laxisme par rapport à ça. En fait, c'est pas anodin d'avoir une arme chez soi. On parle pas de n'importe quel autre outil qu'on utiliserait dans n'importe quel sport. C'est une arme et on peut s'en servir. Donc ça, c'est un premier problème. Et le deuxième, c'est l'hérédité en fait des armes. Quand un chasseur meurt,
il peut donner il peut léguer son arme à son successeur, en fait, à son fils, à son petit-fils, n'importe quoi. Et en fait, cette personne-là n'a pas besoin de permis de chasser ni de licence de tir pour avoir l'arme légalement chez elle. En fait, il a besoin d'un certificat médical pour pouvoir la posséder légalement. Donc, ces armes, elles sont pas neutralisées. Le nombre de chasseurs, il a baissé de plus d'1 million depuis les années 80. Et en fait, toutes ces armes-là, elles sont où? Donc, nous, la question qu'on pose à l'État, c'est ça. Est-ce que vous savez où elles sont ces armes? Qu'est-ce qu'on en a fait? Et est-ce qu'on peut avoir un droit de regard là-dessus, en fait? Et on peut d'ailleurs faire un lien avec la première partie de l'émission, où on apprenait que des personnes peuvent commander des armes en ligne sans problème et les recevoir par la poste. Il y a un vrai souci en fait autour des armes, on le voit bien, que ce soit la question de la chasse, mais aussi la question de l'extrême droite, comme on l'a abordé en première partie d'émission. Alors, une autre question, mais qui fait suite à cela, pour Stan, il y a 80% des humains, je le rappelle, qui vivent en milieu urbain en France aujourd'hui. Et du coup, on se pose la question suivante, est-ce que, comme nous sommes l'écrasante majorité à vivre en ville, est-ce que la question de la chasse est une question exclusivement rurale ? C'est un petit peu une manière un peu trop simpliste de voir les choses si on prend ça de l'angle sociologique. Les chasseurs aiment bien se présenter comme ça, comme des représentants de la ruralité qui seraient attaqués. Mais en fait, quand on voit les CSP des chasseurs, il y a beaucoup plus de personnes de cadres sup que d'agriculteurs en fait. Et cette question sociologique, cet angle sociologique, il cache en fait que c'est une question politique derrière. Le terme de ruralité qui est utilisé par les chasseurs, c'est vraiment un terme identitaire. Et en fait, ça regroupe plus une question de classe et une question de mode de vie et une question de pouvoir aussi qu'une question sociologique. Il y a beaucoup de gens dans les campagnes françaises qui en ont marre de la chasse, tous les sondages le disent, et surtout de la chasse à courre, où vraiment il y a genre 80% des habitants des zones rurales qui en ont marre et qui n'en peuvent plus et qui subissent ça en fait. Et cette question identitaire autour du terme de ruralité, il y a derrière une question de refus général du progrès en fait, de refus général de l'avancée de la société, de plus en plus pacifiée, de plus en plus civilisée. Et on le voit avec la chasse à courre, qui est vraiment une pratique qui est tenue par ce qui reste de l'aristocratie en fait, une classe vraiment réactionnaire par essence quoi. Et donc c'est normal qu'ils utilisent des termes réactionnaires pour se défendre. Et la chasse et la chasse à courre, c'est un petit peu un bastion de ça. Et pour rappel encore une fois, je crois que votre activité de suivre ces chasses à courre, ça date de plusieurs années et plusieurs fois par semaine, c'est ça ? Oui, c'est ça. Nous, en fait, on suit les chasses à courre. Ça a commencé à Compiègne, mais maintenant, on a des antennes dans 15 forêts en France. Et tous les mercredis, tous les mardis, tous les samedis, on a des gens, des habitants des campagnes directement, de ces villages directement concernés, qui suivent les chasses à courre en forêt, entre chaque chasseur, entre les arbres, etc., pour vraiment documenter tout ce qui s'y passe. Et on fait face à une certaine violence. Des fois, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est un boulot démocratique à faire parce qu'il faut informer les gens, en fait. Et sinon, ça ne pouvait pas être fait. Bien sûr, et puis en parlant du coup de récolter finalement des témoignages, comme c'est le cas là, c'est le travail aussi d'un jour un chasseur, hein, Léa et Mila. Depuis une année, vous avez travaillé sur le fait de récolter des témoignages, comme le fait Ava hein, de son côté. Qu'avez-vous appris de ceci en fait finalement depuis une année ? Alors en fait, on s'est rendu compte quand on a voulu récolter les témoignages qu'il y avait beaucoup de choses en fait qu'on ignorait, qu'on ne savait pas, qu'il y avait beaucoup de règles qui posaient problème, notamment tout ce qui était lié en termes de communication débattue, c'est-à-dire que les gens ne savaient pas où regarder les horaires, les dates, les périmètres débattus, des choses comme ça. Il n'y avait pas un accès à une espèce d'application systématique où la population pouvait se renseigner et pouvait donc avoir accès à ces informations-là. Et donc il y avait tout un problème, c'est-à-dire que quand Morgane est mort, on s'est demandé comment ça se fait qu'un homme peut être tué dans son jardin. Et quand on a regardé les règles et qu'on a vu qu'effectivement la seule distance autour des maisons était de 150 mètres, alors qu'ils ont des armes qui tirent jusqu'à 2 km. Donc ça, c'était une des premières questions qu'on s'est posées, que c'était complètement insuffisant. Il y avait toutes ces questions d'alcool aussi à la chasse. On s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune loi qui interdisait aujourd'hui le fait de pouvoir avoir de l'alcool. Et donc voilà, donc en fait, on s'est rendu compte, en gros, c'est tout ce qu'on demande dans notre pétition. Pour nous, les choses qu'on présente dans notre pétition, c'est ce qui pour nous manque aujourd'hui en termes de loi, qui semble être de bon sens. Par rapport aux sanctions pénales aussi, on s'est rendu compte que beaucoup de victimes n'étaient pas entendues, qu'elles allaient déposer plainte, que leurs plaintes n'étaient pas prises en compte ou étaient classées sans suite, alors que même parfois, quand il y avait des tirs dans des maisons, le chasseur était identifié, etc., mais c'était quand même classé sans suite. Ou alors, quand il y a des cas d'homicide, c'est le prix d'un iPhone, en fait, qui doit payer en termes d'amende, 500 €, 500 ou 1000 €, jamais de prison, quasiment que du sursis. Donc voilà, donc tout un certain nombre de choses qui vraiment posent question. Finalement, vous avez découvert une sorte finalement de no man's land, hein, j'ai l'impression, parce que là, c'est des choses que vous m'aviez confiées déjà lors de la préparation de l'émission, le fait que, moi je ne savais pas qu'on pouvait chasser sous l'État
d'ébriété, c'était pas illégal, c'est complètement dingue. Et les homicides d'ailleurs qui sont souvent classés comme accidents, chose que vous voulez pas utiliser comme terme, surtout pour vous ce sont des drames. Et d'ailleurs, vous pouvez peut-être m'expliquer en quoi, pour vous, ce n'est pas un accident? Parce qu'on a la FNC et leur porte-parole qui nous disent sur les plateaux de télévision que voilà, ce sont des accidents, au même titre qu'il y a des morts du tabac, des morts de la chasse, comme des morts de la route. Est-ce que c'est pour vous quelque chose de juste ou qu'est-ce que vous en dites en fait en vrai? Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites qui sont intéressantes. Effectivement, on entend souvent ça, c'est la faute à pas de chance, le risque zéro n'existe pas, etc. Donc, nous, on avait été choqués après la mort de Morgane par un article de la Dépêche, je crois, qui disait que, en gros, toutes les règles de sécurité avaient été respectées. Et en fait, on s'est dit, ah oui, donc ça veut dire qu'il y a une possibilité pour que les règles de sécurité soient respectées et que malgré ça, il y a des gens qui meurent ou des gens qui soient blessés. Et en fait, c'est juste pas acceptable, enfin, pour nous, du coup. Donc là, ça veut clairement dire que ces règles, elles sont pas suffisantes et qu'elles sont meurtrières. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est la notion d'accident qui est choquante dans le sens où en fait, elle accepte que ces choses-là arrivent. Elle banalise le fait qu'on puisse mourir aujourd'hui par arme à feu en France au XXIe siècle. Et pour nous, c'est pas acceptable d'utiliser ce terme comme si c'était effectivement comme si c'était un accident de la route ou comme si c'était n'importe quoi dans le sens où on a une arme. L'arme, la fonction première de l'arme, c'est de tuer et c'est pas de se déplacer comme un véhicule. Et donc à partir de là, on peut pas parler. Enfin, pour nous, on peut pas parler d'accident. C'est un terme beaucoup trop anodin en fait, et ça n'a rien d'anodin de se faire tuer dans son jardin par un chasseur. J'imagine que Stan, vous partagez le point de vue ou peut-être quelque chose en complément? Parfaitement, j'ai rien à ajouter. Parfait, alors on peut revenir sur la pétition. J'avais envie de préciser que quelque part, une pétition, comme vous le faites là, c'est unir un certain nombre de personnes, beaucoup de personnes, et faire pression sur le pouvoir politique pour le contraindre d'aller vers un sens précis et que vous défendez ici. Alors c'est exactement aussi le rôle d'organisations comme la FNC qui, en 2017, avait formulé 22 propositions de réforme à destination des candidats à la présidentielle de l'époque, et un certain Emmanuel Macron, lui, avait répondu « Regardez ». Le rattachement de la chasse à l'agriculture est une mauvaise idée. Moi, je pense que vous devez rester les garants de la biodiversité terrestre. Et à ce titre, il faut donc que la chasse reste dans le giron du ministère de l'Environnement. Avec justement la préservation des équilibres et des distinctions que vous souhaitez sur les pouvoirs de police. La chasse doit être au cœur de la biodiversité. Agence française pour la biodiversité. Alors que les opposants à la chasse y sont largement représentés, les chasseurs ont été délibérément exclus de l'Agence française de la biodiversité qui vient d'être mise en place en janvier 2017. Si demain l'ONCFS devait intégrer l'AFB, les chasseurs souhaitent que les missions d'ingénierie et de recherche sur la faune sauvage de cet établissement public reviennent aux fédérations de chasseurs. Les structures de la chasse pensent qu'il n'est pas du ressort d'une agence de la biodiversité de gérer la police de l'environnement et de la chasse, qui ont vocation à être coordonnées à l'échelon local dans un corpus spécialisé de police de la nature via la gendarmerie, sous l'autorité des préfets et financé par l'État. Vous n'êtes plus entendu. On ne peut pas construire sur le terrain une vraie action pour la biodiversité si vous n'êtes pas représenté. Donc ça, je souhaite véritablement que l'expertise que vous représentez et votre action puisse être associée à l'AFB dans sa gouvernance et ses travaux. Et j'entends ce que vous portez en particulier en matière de police de la nature. Vous demandez la création d'une police de la nature regroupant police de la chasse et de la pêche, rattachée au ministère de l'Intérieur. Sur ce point, il faudra voir ce qui est le plus efficace. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas vous demander de contribuer pour cause commune sans être sûr que vous avez un juste retour. Alors voilà, nous venons de voir ensemble un extrait vidéo réalisé par la FNC en 2017. Alors Stan, pour commencer, le 1er janvier 2020, la chose a été faite. L'ONCFS, donc l'Office national des chasseurs, de la chasse et de la faune sauvage, a été fusionné avec l'Agence française de la biodiversité, créée 4 années plus tôt. C'était une des demandes des chasseurs et Macron a donc accédé à cette requête. C'était une demande donc 2 avec dans les tuyaux. Cette autre demande, cette forte motivation à créer une police de la nature. On va en parler ensemble. Mais d'abord, avant d'aborder cette question, une autre. Est-ce que cette fusion est une bonne nouvelle ? Cette fusion, elle ne change pas vraiment les choses en tant que telle. Hein. C'est que c'est une nouvelle institution bureaucratique qui n'est pas gérée de manière démocratique, en fait, puisqu'elle soumet encore la nature, en fait, à des intérêts financiers, industriels, qui vaut la nature, en fait, en termes de ressources. On le voit, par exemple, au conseil d'administration de l'OFB, là, qui remplace l'ONCFS. Il y a beaucoup de gestionnaires de l'ONF, par exemple, qui voient le bois comme une ressource. Il y a aussi des gens qui voient la nature en termes de ressources, en fait. Et de l'autre côté, on a ceux qui voient la nature comme un loisir,
dire qu'ils voient par exemple les forêts comme des grands terrains de jeu, des grands parcs d'attractions où les animaux, le gibier serait aussi une ressource pour eux. Donc alors qu'en 2021, on a plus besoin de science, on a plus besoin de valeurs écologiques pour guider notre société vers un meilleur rapport avec la nature. Et donner ça entre les mains de ces gens, pour nous, c'est pas suffisant, quoi. Donc ça ne change pas grand-chose, évidemment, mais c'est le reflet de notre société actuelle. Ça ne change pas grand-chose. Il n'y a pas je pourrais dire, une aggravation de la chose, ou alors c'est la suite logique finalement de cette lecture capitaliste finalement de la gestion de la nature. C'est exactement ça. Et en fait, le pouvoir reste dans les mêmes mains, donc ça ne fait qu'empirer tant que les choses ne changent pas radicalement. Ok. Alors ensuite, donc cette volonté de créer une police de la nature, qui d'ailleurs revient ces derniers jours. Pour rappel, vous allez le voir à l'écran, le 13 novembre dernier, dans le JDD, Willy Schraen, qui est le président de la FNC, le président des chasseurs de France, déclarait, je cite, « Nous avons un rôle à jouer en matière de police de proximité ». Fin de la citation. Il imagine ces troupes de chasseurs, quelque part, je pense, en relais des gendarmes locaux, pour lutter contre la délinquance environnementale, disent-ils. Qu'est-ce que ça veut dire précisément, Stan? Et est-ce aussi là une bonne chose? Bon, je suis sûr que les filles d'un jour un chasseur ont beaucoup à dire là-dessus, mais c'est vrai que si les chasseurs se permettent de dire des choses comme ça, bon, c'est un marronnier, c'est quelque chose qui revient assez souvent. En 2017, ils avaient proposé d'avoir le statut spécial de chasseur vigilant. Vous savez, il y a les voisins vigilants qui sont directement en lien avec la police. Eux, ils demandaient un lien direct avec la police pour pouvoir mettre des amendes aux gens. Mais ce que ça montre, c'est que en fait, ils se sentent légitimes pour porter ça. C'est un état d'esprit, en fait. C'est qu'en fait, concrètement, sur le terrain, les chasseurs ont déjà le pouvoir, ils ont déjà le contrôle. Et on le voit avec la chasse à courre, par exemple. Un an après le début de la contestation vraiment forte qui a été portée dans l'Oise, où il y a des gens, comme je disais, qui suivaient les chasses à courre, qui protégeaient leur village des invasions, le préfet de l'Oise est allé à l'AG des chasseurs et il a déclaré « chasseurs, passez à l'action ». Il a appelé les chasseurs à se faire justice eux-mêmes, en fait, contre leur opposition, qui, en fait, je tiens à le répéter, est de 86% en fait, dans la population française. Donc c'est vrai que les chasseurs ont déjà cet état d'esprit où ils ont déjà le pouvoir, en fait, et ça, le fait d'avoir le statut d'auxiliaire de police, ça apporterait pas grand-chose, ce serait un petit pas de plus dans cette direction, mais non, rien de plus. Alors Léa, Emilia, est-ce que vous avez une chose à ajouter? Quel est votre point de vue, vous, sur le fait que là, une demande a été répétée, elle n'est pas nouvelle, mais une demande d'avoir une partie des chasseurs ou les chasseurs en lien avec le ministère de l'Intérieur, c'est quand même pas rien. Quel est votre avis sur la question? Pour nous, en fait, c'est de la diversion, c'est pas vraiment le débat, en fait. Pour nous, la question, c'est vraiment quand est-ce qu'on va prendre des mesures pour qu'il y ait plus de morts, qu'il y ait plus de blessés, que les chasseurs, ils arrêtent de faire n'importe quoi. Et le fait que, pour nous, ça sort de nulle part. Et moi, je vois même pas l'intérêt. Ça me semble complètement absurde cette proposition de Schraen. Qui date d'ailleurs de 2017. Le débat, il est pas là. Oui, bien sûr, et ça date du coup de 2017, et même plus tôt, et on a vu le président Macron, le candidat à l'époque, ne pas être opposé à cette question, et finalement en discuter avec eux, c'est quelque chose qu'ils vont faire. Alors là, on a un deuxième magnéto qu'on va voir ensemble, puisqu'il s'agit de ce fameux Willy Schraen, qui est, je le répète, le président des chasseurs, qui avait fait parler de lui 3 jours plus tôt de cette sortie dans le JDD. C'était donc le 10 novembre dernier sur RMC. Il était confronté à ce moment-là à des images montrant des daims parqués, donc des animaux, tu pourrais être tué dans un enclos. Encore une fois, sa réaction a déclenché un tollé. Regardez plutôt. Strictement rien compris à la chasse. J'ai rien compris à la chasse. Oui, je vais t'expliquer. Je vais te l'expliquer. Je vais t'expliquer ce que t'as pas compris. En quoi c'est bien de tirer une pauvre bête comme ça? Toi, tu penses qu'on est là pour réguler. Ah ben oui, mais c'est ce que j'espère. Mais t'as pas compris. Ah bah alors si vous n'êtes pas là pour réguler, mais t'as pas compris. T'as pas compris que nous c'est une passion. Et ben alors. T'as pas compris qu'on prend du plaisir dans l'acte de chasse. À tuer. Ça en fait partie. Mais non, mais t'as pas compris ça. Tu crois que nous on va devenir effectivement les petites mains de la régulation et que demain on va dire la chasse. Mais c'est affreux ce que tu dis en fait. Mais c'est la vérité. Mais t'as pas compris. Au moins c'est franc. Mais t'as pas compris. Mais moi je chasse aussi. Moi mon métier c'est pas chasseur. J'en ai rien à foutre de réguler. Moi, je vais à la chasse parce que c'est une transmission extraordinaire dans ma passion et j'y prends du plaisir. J'en ai rien à foutre de réguler, pour le citer. J'aimerais votre réaction, Léa, Emilia, puis Stan, juste après. Justement, en fait, là, ce qui était intéressant, c'était que le principal argument des chasseurs, qui est leur utilité liée à la régulation, et du coup, là, on le savait assez bien fallacieux, mais là, au moins, il est complètement assumé, parce que, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un certain nombre d'espèces sont classées comme nuisibles sur des critères que eux-mêmes déterminent, et que, il n'y a aucune étude pour supporter cela. Je pense au renard ou au putois, par exemple, qui montre qu'en fait, justement, il n'y a pas du tout cette matière à poser cette caractéristique. Donc voilà. Et sachant que cette question de la régulation concerne principalement les sangliers et que c'est quand on regarde le pourcentage en fait de sangliers tués à la chasse par rapport au nombre d'animaux tués
au total, enfin, il y a 20 millions d'animaux qui sont tués tous les ans à la chasse. Les sangliers représentent que 700 000 animaux en fait sur ces 22 millions. Donc on voit bien que, enfin, c'est qu'une infime partie en fait. Le problème de la chasse, c'est pas la régulation, c'est pas les sangliers. Je crois que l'espèce la plus tuée à la chasse sont des oiseaux en fait, qui sont absolument pas nuisibles, ou même des faisans qui proviennent d'élevage. Donc en fait, on voit que c'est bien, le problème est différent. Après, voilà, la régulation, ça pose quand même des questions. Aujourd'hui, il est autorisé l'engrenage est autorisé, complètement légal, donc on peut nourrir ces sangliers, contribuer à la prolifération. Donc il y a en fait toute cette hypocrisie-là qui vraiment à remettre en question, je pense, et voilà. Et qui explose là, finalement, parce que là, il assume. C'est pas la première fois où qui dit ça, Stan Ça me paraît être la première fois, hein. Mais c'est vrai que la question qui se pose là, c'est que il admet qu'en fait les chasseurs sont, c'est une pratique de loisir en fait, à qui on a confié un rôle de gestion. Donc c'est un petit peu arbitraire. Mais moi qui vois la chasse à courre de près, c'est une pratique précise, mais dans ce monde-là, cette question elle est tranchée depuis longtemps parce qu'il n'y a aucune question de régulation avec la chasse à courre. C'est vraiment une chasse de pur plaisir, de pur réseau où on jette la bête au chien après, on pense même pas à la manger, quoi. Donc c'est vrai que moi qui vois ça de près, je rigole un peu de voir les choses dites aussi clairement, c'est vrai. Et on peut lui accorder une certaine forme d'honnêteté, ou alors là, qu'est-ce qui ça joue? Parce que le tollé a été énorme quand même, hein, les jours qui ont suivi. Beaucoup de personnes, que ce soit des personnes proches du milieu animaliste ou pas du tout, la gauche en général, et puis pas que ça en fait, au-delà de ça. Un tollé immense a été généré. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a essayé de cacher ensuite avec cette sortie 3 jours plus tard? Enfin, comment vous sentez la chose? Je ne sais pas si c'est vraiment une erreur de com de la part de Willy Schranz, que c'est un personnage qui a quand même un caractère outrancier, qui représente quand même une certaine partie de la population, mais maintenant qu'il a un peu pignon sur rue de plus en plus, hein, là maintenant il est chroniqueur régulier aux grandes gueules, et donc c'est dans ce cadre-là qu'il a fait ses déclarations, et c'est vrai qu'il peut se permettre de parler un peu plus, et quand on parle un peu plus, on dit les choses un petit peu plus franchement, voilà, je pense que c'est ça. Après, sa déclaration sur la police de proximité, quelques jours après, je pense que c'est aussi une opération de com pour un peu, qu'on parle d'autre chose que ça boulette, entre guillemets. Là, je me souviens du lobbyiste Thierry Coste, hein, vous voyez très bien qui c'est, qui d'ailleurs a fait en partie démissionner Nicolas Hulot en 2018. Déjà, lui aussi avait ce fonds de commerce d'assumer cette parole trash en disant que je suis un chasseur, je suis un tueur, disait-il, et qu'il aimait ça. On peut dire que je suis un mercenaire, mais moi au moins, je l'assume. En gros, la loi, oui, la morale, non. Ah non, ce n'est pas de morale, je respecte la loi, c'est clair. Vous vous rendez compte que vous venez de me dire, je n'ai pas de morale? Oui, mais je vous le confirme. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'assument, mais moi je l'assume complètement. Je défends des gouvernements étrangers qui sont des alliés de la France, mais qui sont parfois des gouvernements qui ont des comportements très douteux avec les droits de l'homme, etc. Tuer Bambi et sa mère et sa sœur, c'est pas nécessairement gênant, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit, que vous voyez, vous, chez les chasseurs autour de vous, cette provocation, quand vous les suivez, quand vous essayez de filmer leur action, ou alors c'est uniquement ces deux personnes? Non, en fait, moi qui suis la chasse à courre, évidemment, là, les choses sont beaucoup plus claires dans ce monde-là, et c'est parfaitement assumé que c'est le loisir de tuer, le loisir de torturer un animal pour le plaisir, en fait. Donc il n'y a pas toute cette question de régulation, comme je disais avant. Et c'est vrai qu'il y a Thierry Coste aussi qui portait ça de manière très franche, et il y a aussi de Bois-Guibert aussi, qui était un ancien porte-parole de la chasse à courre, qui disait ça sur Europe 1, je crois, avec Winnie Bouchard, de manière très assumée, que c'était un plaisir pour eux de tuer. Il y a aussi un rapport mystique aussi à la mort, à la vie, c'est des valeurs un peu étranges et qui passent plus très bien aujourd'hui dans le monde actuel. Et justement, on peut faire une transition sur ce point, parce que là, on parle depuis tout à l'heure des animaux humains, comme ça qu'on les appelle. Effectivement, nous sommes des animaux aussi. Et quid des animaux non humains, Stan? C'est vrai que là, on parle beaucoup des problèmes de société, avec la circulation des armes à feu à cause de la chasse, avec beaucoup d'accidents qui se posent. Mais c'est vrai que ceux qui sont en première ligne et qui subissent le plus les problèmes de la chasse, c'est les animaux, en fait, qui sont tués par millions, qui sont élevés et qui sont torturés dans le cadre de la chasse à courre, en fait. Donc c'est vrai qu'il y a une question du rapport de l'humanité au reste de la nature qui se pose de plus en plus aujourd'hui, hein, on le sait, mais vraiment à travers la chasse, et particulièrement la chasse à courre, où c'est très très visible, où c'est vraiment dénué de tous les oripeaux, de la régulation, etc. On voit vraiment les choses telles qu'elles sont. C'est vrai qu'il y a une question de vision de la nature qui se pose, de vision de la société, et confier le pouvoir sur la nature à cette catégorie de la population-là, c'est vraiment un choix politique qui est fait, hein. Et ça montre aussi le niveau de civilisation de notre société. Tant que ce sera des gens qui veulent torturer des animaux, qui auront le pouvoir et à qui on confiera la gestion de la nature, ça dira quelque chose de l'humanité.
Bien sûr, bien sûr. Alors pour revenir à vous, Léa et Emilia, en direct du Lot, pour le rappeler, il y a quelques jours, le Figaro titrait « Un an après le décès de Morgan Keane, riverains et chasseurs du Lot tentent toujours de cohabiter ». Alors, est-ce que vous qui y vivez, encore une fois, comment ça se passe vraiment sur place? Est-ce qu'il y a toujours cette tension ou ça s'est un petit peu tassé? En fait, bon, nous, personnellement, du coup, on n'y vit pas en ce moment, mais du coup, on est en contact avec, il y a d'autres membres du collectif qui y sont encore. D'accord. Et en fait, ce qui est ressorti, c'est que, bon, au début peu après la mort de Morgan, il y a eu des tentatives de discussion avec la fédération départementale des chasseurs du Lot, qui ont mené à rien. En fait, il n'y a pas eu d'écoute et il n'y a pas eu de vrais échanges. Je pense qu'il n'y a pas de tension énorme, mais c'est aussi parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas trop intérêt à faire de remous parce que ça les a marqués aussi, hein, évidemment, et que le sujet est hyper sensible. Donc voilà. Après, des vraies avancées, non. Et je pense que de toute façon, le niveau local, c'est une chose. Mais au point où on en est, l'intérêt pour nous là, c'est d'aller plus loin. On va pas faire changer. Ça servirait à rien en fait de faire. Enfin, ça servirait à rien. Ça serait bien, mais pour nous le problème c'est d'avoir une loi qui soit nationale et à laquelle aucun département pourrait déroger et à laquelle aucun préfet ne pourrait proposer de dérogation ou quoi que ce soit en fait. L'idée c'est que le problème il est beaucoup plus loin que Cajar et que la mort de Morgan en fait c'est pas voilà. Donc le local c'est bien et les gens qui sont encore sur place ils continuent à essayer de discuter etc. Mais il n'y a pas vraiment d'avancée notable en tout cas. En tout cas, on a pu le voir, notamment dans l'article du Figaro, mais aussi à plusieurs reprises, qui depuis, ils essayent, tout du moins à chaque incident, à chaque drame, la FNC, les chasseurs locaux ou nationaux essayent de se montrer responsables, qu'ils font des efforts, etc. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, ça les touche aussi, et puis il faut bien que ça bouge, il faut bien que ça avance. Et de l'autre côté de la France, finalement, parce que toi tu es au nord, à Compiègne, comment ça se passe aussi entre chasseurs et riverains, et finalement, quelles sont les attentes des gens? Est-ce qu'ils épousent les requêtes, par exemple, qu'on a dans la pétition? Est-ce qu'il y a une volonté d'aller vers ça? Bah écoute, pour être très concret, en fait, samedi j'étais avec la chasse à courre en forêt de Compiègne et c'est vrai que c'est le chaos en fait, comme tous les samedis. Et à chaque fois qu'il y a un incident, on voit qu'en termes de communication, ils font des efforts pour un peu nettoyer les choses, mais sur le terrain, les choses ne changent jamais. Par exemple, samedi midi, la chasse à courre a poussé un cerf en le traquant à se réfugier sur un stade de foot d'un village où il y avait un match en cours et il n'a pas pu rentrer parce qu'il était bloqué par les grilles. Il y a des chiens autour de lui et c'est les parents d'élèves des joueurs de foot qui ont dû enlever les chiens et sauver le cerf et les gendarmes sont passés, ils n'ont rien fait, les chasseurs n'ont rien fait. Donc c'est vraiment l'actualité brûlante des campagnes françaises tout le temps, les choses ne changent pas en fait. Et vraiment, en fait, voilà, ce genre de choses-là, les images qu'on peut retrouver sur votre site internet, ava-france.org, sont glaçantes, au même titre un peu que celles de L214 dans un autre registre avec les animaux. Là, on voit vraiment des choses que, comme je disais en début d'interview, la plupart des personnes vivant en milieu urbain ne sont pas confrontées directement avec ça, finalement. C'est ce surgissement de la réalité de la chasse à courre, en partie dans le gendarmerie. En fait, ça concerne des millions de Français. Et là, le travail fait par vos deux collectifs font remonter tout ça et on vise, du coup, à faire changer les choses de manière législative, donc dans la loi. Alors pour terminer, Léa et Emilia, on va rappeler que votre pétition qui a déjà atteint le seuil, parce que le seuil c'est 100 000 signatures en moins de 6 mois, vous ça a été atteint en moins de 2 mois, donc c'est un record depuis que la plateforme existe, pour le rappeler. Alors elle est toujours ouverte jusqu'au 10 mars, les signatures peuvent toujours être cumulées dessus. Alors quelles sont vos prochaines échéances autour de cette actualité? Nous, on attend déjà d'être contactés par le Sénat pour savoir ce qui va se passer parce qu'on n'en a pas vraiment, on ne sait pas en fait. Et du coup, en attendant, on espère que les gens vont continuer à signer. Nous, dans tous les cas, on va continuer à faire pression au maximum et à faire parler de nous et de la pétition jusqu'à ce qu'il y ait un vrai changement. Et dans tous les cas, on ne se contentera pas d'un texte de loi ou de mesures qui nous conviennent pas, quoi. Et tant qu'il n'y aura pas des mesures fortes qui seront prises pour qu'il y ait d'autres morts ou d'autres gens qui se font tirer une balle dans la tête au volant de leur voiture, on va continuer à faire ce qu'on fait. Bien, merci à vous, Léa, Emilia, merci à Stan aussi pour votre disponibilité. Merci à vous aussi, internautes, spectateurs, d'avoir suivi cet entretien de la contre-matinale en direct aujourd'hui, ou alors retrouvé en replay sur la chaîne YouTube du Média et le site internet aussi. Alors sur ce dernier, sur le site internet, vous pouvez aussi consulter la page
soutenir pour des 1 euro et avec déduction fiscale, participer à la création et à la pérennisation de cette contre-matinale quotidienne et des programmes du média en général. Prenez bien en considération l'aspect inédit de cette chaîne d'information audiovisuelle dissonante dans le paysage médiatique français, en proie aux milliardaires d'extrême droite. Ce projet n'existe et ne peut perdurer que si le soutien amical et financier est fort, et plus il sera fort, plus les programmes le seront aussi. Le média et toute son équipe, que vous ne voyez pas forcément à l'écran aujourd'hui, vous comptent sur vous, bien évidemment. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube, de suivre le média sur les autres réseaux sociaux. Rendez-vous demain, même heure, même endroit, mais cette fois avec Théophile Kouamouo derrière le micro. Et pour ma part, on se retrouve ici dans quelques jours. Bonne journée à tous.